Vous n'avez pas idée de la cruauté dont les gens peuvent faire preuve quand ils ont été profondément lésés. Vous allez maintenant entendre plusieurs histoires de ce genre qui, j'en suis sûr, vous choqueront. Une jeune femme arrive à l'aéroport et embarque dans un avion. Elle s'appelle Isabelle et elle est mannequin professionnelle. Pendant le vol, elle fait la connaissance d'un homme nommé Salgado. C'est un critique musical. Isabelle avoue qu'elle est sortie autrefois avec un compositeur en herbe, Gabriel Pasternak, mais qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami. Salgado répond qu'il connaissait aussi ce type. Il avait un jour critiqué sévèrement son travail et détruit sa carrière. Un autre passager se joint à leur conversation. Il s'avère qu'elle connaît aussi Pasternak. Elle était sa professeure à l'école de musique. Les autres passagers sont choqués. Ils connaissent tous Pasternak d'une manière ou d'une autre. Chaque personne dans cet avion a un lien avec lui. De plus, chacun d'eux a fait du tort au jeune compositeur d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas tout. Aucun des passagers n'a réellement acheté de billets pour ce vol. Ils les ont tous reçus gratuitement sous différents prétextes. Une hôtesse de l'air apparaît dans la cabine. Elle annonce que Gabriel Pasternak travaille comme membre d'équipage sur ce vol et qu'elle aussi lui a autrefois fait beaucoup de mal. Il y a 5 minutes, il est entré dans le cockpit et n'est pas encore revenu. La porte est verrouillée et les pilotes ne répondent pas. L'avion perd rapidement de l'altitude. L'un des passagers, l'ancien psychiatre de Pasternak, tente de raisonner le compositeur, mais cela ne sert à rien. Pendant ce temps, un couple âgé est assis sur une pelouse, lisant des journaux. Ils lèvent les yeux juste à temps pour voir l'avion foncer droit sur eux. Une voiture s'arrête devant un restaurant routier. La serveuse accueille le nouveau client et lui propose un repas. Après avoir pris sa commande, elle se rend à la cuisine, où elle avoue à la cuisinière qu'elle a reconnu l'homme. C'est le célèbre mafieux, Rafael Cuenca. Il y a des années, il a pris la maison de sa famille et son père n'a pas pu le supporter. La cuisinière suggère d'ajouter du poison pour rat dans la nourriture de ce salaud. La serveuse refuse. Cependant, la cuisinière est déterminée, car elle a déjà fait de la prison et n'a pas peur d'y retourner. La serveuse sert à l'homme des pommes de terre frites avec des œufs. La cuisinière avoue qu'elle a secrètement empoisonné sa nourriture. La serveuse est horrifiée et regarde désespérée le mafieux manger. Un bus s'arrête devant le restaurant. C'est le fils de Raphaël qui arrive. La serveuse essaie d'enlever la nourriture empoisonnée, mais le mafieux la repousse brutalement. Son fils prend une bouchée des pommes de terre de son père. En voyant cela, la serveuse tente à nouveau de retirer l'assiette. Raphaël lui crie dessus et elle lui jette les pommes de terre frites au visage. Il attaque immédiatement la jeune femme, mais la cuisinière, armée d'un couteau, vient à son secours. Elle découpe le mafieux comme un chou. Le fils de Raphaël commence à vomir. La police arrive et emmène la cuisinière. Le bel homme, Diego, fonce sur une autoroute déserte dans sa luxueuse Audi. Il aperçoit une vieille Peugeot cabossée sur la route et essaie de la dépasser, mais le conducteur têtu, Mario, ne le laisse pas faire. Quand Diego parvient enfin à doubler, il insulte le conducteur, lui fait un doigt d'honneur et s'éloigne à toute vitesse. Peu après, l'Audi de Diego crève un pneu. Il est obligé de s'arrêter avant un pont pour changer la roue. Pendant qu'il effectue la réparation, il remarque que la même Peugeot s'approche. Réalisant que le conducteur pourrait vouloir se venger, Diego s'enferme dans sa voiture. Mario gare sa voiture devant l'Audi et descend sur la route. Il casse les essuie-glaces de l'Audi, sort une barre de fer et brise le pare-brise. Diego appelle immédiatement la police. Pendant ce temps, Mario grimpe sur le capot de l'Audi et utilise la voiture de son rival comme toilette. Satisfait de sa vengeance, Mario remonte dans sa Peugeot. Incapable de supporter l'humiliation, Diego appuie sur l'accélérateur et envoie la voiture de Mario en bas d'un talus escarpé. Diego change rapidement la roue et tente de fuir les lieux de l'accident. Pendant ce temps, Mario sort lentement de l'eau froide et avertit calmement Diego qu'il le retrouvera un jour et se vengera brutalement. À seulement 200 mètres plus loin sur la route, Diego fait soudainement demi-tour et tente d'écraser Mario avec sa voiture. Mais à ce moment-là, sa roue avant droite se détache brusquement, envoyant l'Audi hors de la route, où elle s'écrase violemment sur la même Peugeot. L'airbag se déclenche alors, assommant Diego sur le cou. Mario grimpe dans l'Audi par le coffre. Lorsque Diego reprend ses esprits et voit Mario, une violente bagarre éclate entre eux. Diego brandit son extincteur comme une arme, mais Mario enroule une ceinture de sécurité autour de son cou et le pousse hors de la voiture. Tandis que Diego lutte pour se libérer du nœud coulant, Mario fourre un morceau de tissu dans le réservoir d'essence et y met le feu. Diego parvient à se dégager, attrape le pantalon de Mario et la bagarre continue. Une dépanneuse arrive sur le pont, mais il est déjà trop tard.
Sur les lieux du drame, la police découvre 2 corps. Il conclut qu'il doit s'agir d'un crime passionnel. Après tout, les 2 hommes semblent s'enlacer. Un homme nommé Simon Fisher travaille comme ingénieur en démolition, spécialisé dans la destruction de vieux bâtiments et structures. Après son service, il s'arrête dans une pâtisserie pour acheter un gâteau pour l'anniversaire de sa fille. En sortant du magasin, Fisher remarque que sa voiture a été enlevée pour s'être garée au mauvais endroit. Il se rend à la fourrière, où il soutient qu'aucun panneau n'interdisait de se garer à l'endroit où il avait laissé son véhicule. Par conséquent, il estime qu'il n'a pas à payer d'amende. De plus, il insiste fermement pour que la société présente des excuses officielles, lui rende sa voiture et le dédommage pour le désagrément subi. Malheureusement, l'employé refuse grossièrement et appelle le client suivant. Après avoir perdu toute une journée à essayer de récupérer sa voiture, Fisher n'arrive pas à temps à l'anniversaire de sa fille et manque la fête. Sa famille est profondément bouleversée et sa femme lui demande le divorce. Quelque temps plus tard, la même chose se produit à nouveau. La voiture de Fisher est encore une fois enlevée, l'obligeant à retourner dans les bureaux de la société qu'il déteste. Cette fois, le protagoniste fait une crise de nerfs et saccage le bureau dans un accès de rage. L'homme est arrêté. Avec l'aide d'un bon avocat, Fisher parvient à éviter la prison. Cependant, l'incident fait la une des journaux locaux et il est immédiatement licencié de son travail. Sa vie personnelle s'effondre également. La femme de Fisher demande le divorce et réclame une pension alimentaire. Pire encore, elle lui interdit de voir leur fille. Désespéré et brisé, Fisher décide de se venger lorsque sa voiture est enlevée pour la 3e fois. Il cache des explosifs dans le coffre et se gare délibérément à un endroit interdit. Peu de temps après, une explosion secoue la fourrière. Fisher finit en prison. Étonnamment, le public est entièrement de son côté. Son acte désespéré attire l'attention tant attendue sur la profonde corruption du système d'amende et de mise en fourrière des véhicules. Pendant son incarcération, Fisher reçoit la visite de sa femme et de sa fille. Cela tombe le jour de son anniversaire. Entouré de sa famille et de ses codétenus, il souffle les bougies de son gâteau. Un jeune homme nommé Santiago rentre chez lui le matin après une nuit passée dans un bar et avoue à ses parents qu'il a renversé quelqu'un avec sa voiture et a pris la fuite. Les journaux révèlent que la victime était une femme enceinte. Tragiquement, elle n'a pas survécu. Le père de Santiago, Mauricio, est un architecte fortuné. Déterminé à éviter la prison à son fils, il appelle l'avocat de la famille et, ensemble, ils élaborent un plan astucieux. Leur jardinier, José, accepte d'endosser la responsabilité en échange d'un $250 000, avec la promesse qu'il sera libéré de prison dans 1 an et demi. Le procureur se rend chez Mauricio pour interroger le jardinier et mène une brève expérience d'investigation. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que José ne pouvait pas être celui qui était au volant. Voyant que leur plan s'effondre, Mauricio et son avocat tentent de soudoyer le procureur. L'avocat s'entretient avec lui en privé, puis informe Mauricio que le procureur exige $1 million en échange de son silence. De plus, l'avocat lui-même réclame un demi-million d'euros pour ses services. C'est une somme vraiment énorme, mais Mauricio est prêt à tout pour protéger son fils. Peu après, le procureur réclame $30 000 supplémentaires pour couvrir les frais additionnels. Indigné, Mauricio proteste. Après tout, le procureur a déjà reçu $1 million. Mais alors, il fait une découverte choquante. Le procureur n'a en réalité jamais reçu la moindre offre d'argent. L'avocat avait trompé tout le monde. Furieux, Mauricio abandonne tout son plan et décide que son fils doit assumer les conséquences de ses actes. L'avocat le supplie de ne pas prendre une décision précipitée. Mauricio accepte, mais à une condition. Ses associés recevront exactement $1 million, pas un centime de plus. Une foule de journalistes et de citoyens indignés s'est rassemblée devant la maison. Le jardinier, la tête couverte, est escorté vers un véhicule de police. Soudain, le mari de la femme décédée surgit de la foule et frappe José à plusieurs reprises avec un marteau. Ramina et Ariel se marient aujourd'hui et ils sont incroyablement heureux. Les invités félicitent les jeunes mariés et leur souhaitent une vie pleine d'amour. Après quelques danses endiablées, c'est l'heure des photos de famille. Ramina remarque que son fiancé regarde l'une des invitées avec tendresse et passion. Soupçonneuse, elle attrape le téléphone d'Ariel et découvre que la femme est enregistrée dans ses contacts sous le nom de professeur de guitare. Pendant la traditionnelle première danse, Ramina force Ariel à avouer.
Oui, il avait effectivement une liaison avec sa collègue, Lourdes. Dévastée et bouleversée, Ramina court sur le toit, sanglotant de façon incontrôlable et envisageant de sauter. Un chef qui fumait tranquillement là-bas aperçoit la jeune femme et la calme. En essuyant ses larmes, Ramina décide alors de se venger. Elle trompe son fiancé avec ce même chef. Ariel les surprend en plein acte. Alors que le chef remonte précipitamment son pantalon, Ramina promet froidement à son mari infidèle qu'elle prendra tout ce qu'il possède et qu'elle fera de sa vie un enfer. Submergé, Ariel vomit directement sur le toit. Ramina retourne à la fête de mariage et commence à danser de façon déchaînée avec ses amis. Les invités pensent que la fête continue et les amis d'Ariel le poussent à danser avec eux. Voyant que Lourdes essaie de partir, Ramina l'entraîne sur la piste de danse, la fait tournoyer dans une danse frénétique, puis la projette contre un miroir. Le verre se brise, blessant les deux femmes. La musique s'arrête, les lumières s'allument et les invités paniquent en appelant un médecin. Les ambulanciers arrivent et soignent Lourdes. Ramina insiste pour continuer à s'amuser et demande à ses amis de tirer des rubans du gâteau de mariage. Celle qui aura la bague se mariera l'année prochaine. Ariel déclare que la fête est terminée. Il a parlé à l'avocat de la famille et prévoit de poursuivre sa femme infidèle en justice. Ramina se contente de rire en réponse, ce qui fait fondre Ariel en larmes. Ramina demande au caméraman de filmer la crise de son mari afin qu'elle puisse passer la vidéo à son prochain mariage et la regarder avec ses enfants au lieu de dessins animés. En entendant cela, la mère d'Ariel se jette sur Ramina, essayant de lui arracher les cheveux. La mariée marche sur les morceaux de verre brisés, se coupant les pieds, tandis qu'Ariel continue de pleurer. Les secouristes arrivent et ramènent tout le monde à la raison. Une fois le chaos apaisé, Ariel boit quelques gorgées de champagne directement à la bouteille, saisit un grand couteau, coupe un morceau de gâteau de mariage, le savoure, puis tend la main à Ramina. La musique commence à jouer. Les jeunes mariés dansent et s'embrassent comme si de rien n'était. En moins d'1 minute, ils se déshabillent mutuellement et se livrent à une lutte sur la table du banquet, juste à côté de leur gâteau de mariage.